Bien, bonsoir tout le monde. Merci encore une fois pour l'invitation et puis l'honneur que me fait toujours les que me fait les organisateurs me font pour participer à l'édition Officine Expo. Le sujet est d'une importance capitale. Ça c'est revenu plusieurs fois, je pense, pendant les dernières éditions. Et il a été, je pense, utile, judicieux de décider de lui consacrer une thématique parce qu'il y a plusieurs paramètres, plusieurs points d'ordre juridique qu'il faut développer. Alors, j'insiste avant de commencer mon intervention, l'idée n'est pas d'arriver au niveau zéro du vol, mais de réduire considérablement les vols afin au moins de dissuader ceux qui s'inscrivent dans l'esprit de facilité avec les techniques que je vais essayer de vous présenter. J'espère qu'au moins on contribuera à endiguer progressivement ce phénomène qui touche particulièrement nos amis pharmaciens. Donc en introduction, j'ai décidé de mettre l'accent sur l'activité elle-même, c'est-à-dire le pharmacien. Le vol, on sait pertinemment que ça concerne tout le monde, le vol dans les lieux publics, le vol dans les administrations, le vol un peu partout, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais particulièrement quand ça touche l'officine, ça touche déjà une image, ça touche une profession et ça touche aussi le côté particulier, parce que si ce sont des produits qui sont concernés par le vol, parfois les sanctions peuvent être d'une grande gravité et la responsabilité du pharmacien peut être engagée civilement, bien entendu, parce qu'il n'est pas l'auteur direct du vol, mais il reste responsable si un dommage est causé au tiers. Excusez-moi, il y a un petit... Ça met du temps. Voilà. Alors, les vols en officine, je vais essayer de me mettre plus à l'aise, comme ça. Donc, les vols en officine, il y a deux cas de figure. Il y a les vols par le personnel, il y a les vols par complicité, c'est-à-dire entre le personnel et des tiers qui s'introduisent dans l'officine. Il y a les vols de la part des tiers, c'est-à-dire les personnes qui s'invitent au sein de l'officine afin de perpétrer leur acte délictueux. Bien sûr, la loi 1704, elle encadre la relation entre le pharmacien et ses employés et ses préposés. Raison pour laquelle il y a ce cadre particulier de la loi qui... Pardon, c'est bon ? Il y a ce cadre particulier de la loi, c'est le code du médicament, qui encadre de façon particulière cette relation entre pharmaciens et les préposés. Alors, je suis désolé parce que j'ai du mal à défiler les points à aborder. Donc, je vais essayer de décrire de façon un peu plus rapide. Ah, voilà. Donc, description des cas classiques. Alors, donc, les vols perpétrés par les préposés, donc, on entend par préposé, c'est le mot juridique d'employé, un petit peu pour rester dans un cadre très juridique. Les vols qui sont perpétrés par les employés de façon générale, il y a deux sanctions. On va essayer d'aborder ça un peu plus amplement tout à l'heure. Mais c'est juste on essaie de mettre en place la description sommaire. Donc, ce sont les vols qui sont perpétrés par les employés et ces vols peuvent concerner la caisse, peuvent concerner les produits, ils peuvent avoir même d'autres débouchés, c'est-à-dire parfois des réseaux qui sont mis en place afin de soustraire ce qui appartient à autrui, parce que c'est la définition qui est donnée au vol dans le code pénal marocain. Alors, excusez-moi.
Alors, les vols par les tiers, ce sont les gens qui s'invitent au sein de la pharmacie. Et là, le danger, c'est quoi? C'est parfois et très souvent la nature des produits. Des produits, vous savez, la composition de certains médicaments fait que certaines personnes s'intéressent particulièrement à certains médicaments. Et parfois, le fait de ne pas avoir assez de maturité, voire citoyenne, tous les moyens sont bons pour s'approprier ces médicaments et on intervient malheureusement au mépris des intérêts du pharmacien. C'est-à-dire, vous avez des vols avec de l'intelligence assez fournie. Voilà, donc on vole des médicaments et très souvent, ça se fait avec la complicité de préposés au sein de la pharmacie. Donc je vais essayer d'aller vite parce que j'ai du retard à rattraper afin d'aborder le sujet le plus important qui concerne les précautions. Alors, les modes utilisés. La première, c'est la dissimulation. Donc, je parle de dissimulation, bien entendu, le mot veut dire il porte son sens le plus absolu. La dissimulation, c'est que, le vol part à travers, on cache le médicament dans les poches ou bien dans un sac ou quelque chose comme ça, un sac à dos, etc., etc. Donc, ça, c'est le classique. Le changement d'emballage. Donc, peut-être que vous êtes concerné par la chose. Le changement d'emballage, un produit qui coûte moins cher qu'un autre produit, on fait en sorte de faire un petit échange dans l'emballage pour faire passer le prix le moins important. Le changement des étiquettes, donc ça c'est un peu plus global, donc je ne sais pas si à votre niveau c'est faisable parce que je sais que l'étiquetage, l'étiquetage met plus de pression sur le voleur parce qu'il doit faire appel à plus d'agilité pour opérer ce procédé. Donc les sacs doublés en métal, donc ça concerne un cas beaucoup plus général pour se soustraire à la détection du produit à la sortie de l'officine, de l'entreprise, du supermarché, donc un cas un peu plus général. Donc la sortie naturelle, c'est celui qui vole et qui sort de façon tout à fait simple, sans pour autant se soucier du mode ou bien du vol et sans, bien entendu, que le pharmacien ne puisse détecter le vol en question. Donc, le contexte juridique de la chose, c'est la loi 1704 formant code du médicament, parce que c'est le cadre de la relation entre le pharmacien et ses employés. Il y a un contrat, il y a des responsabilités qui découlent du contrat, responsabilité civile, responsabilité pénale, responsabilité disciplinaire, parce qu'on peut prendre des mesures contre le pharmacien ou l'employé, voire même le responsable civil, si sa responsabilité est établie. Donc, dans ce cas de figure, il y a des conflits qui naissent entre le pharmacien et l'employé, mais c'est dans un premier temps, entre le pharmacien et son employé, c'est la relation elle est d'ordre professionnel, c'est-à-dire que la responsabilité qui découle de l'acte perpétré par le préposé, d'abord, elle engage la responsabilité du pharmacien. Je vais essayer d'étaler plus amplement ce point parce qu'il est d'une importance capitale. Le pharmacien engage sa responsabilité si le vol est perpétré et s'il y a un dommage causé à une tierce personne par cette opération. Alors, les conflits d'ordre pénal, ça c'est le classique, c'est le recours normal, je dirais presque spontané que doit avoir un pharmacien. Dès que le vol est constaté, avéré, il faut opérer à travers un recours pénal, c'est-à-dire d'abord c'est le vol, deuxièmement l'employé aura agi au mépris des intérêts de son pharmacien, c'est ce qu'on appelle khiyanat al-amana, donc l'abus de confiance, donc on lui fait confiance pour essayer d'opérer certaines opérations au sein de l'officine, mais il outrepasse cette confiance et il procède au vol, donc c'est de l'abus de confiance, khiyanat al-amana. Bien sûr, il y a l'autre aspect qui revêt aussi une importance aussi importante, c'est le code du travail. Vous savez, le cadre juridique qui unit le pharmacien à son employé, c'est le code du travail. Donc il y a des obligations, il y a des droits pour chacune des parties, et en cas de violation de ces règles, il y a le régime de responsabilité qui se met en place. Maintenant, la relation contractuelle, elle peut naître soit d'un contrat, ou l'absence d'un contrat. Donc j'insiste ça parce que j'ai très souvent soulevé ce point lors des dernières éditions, c'est que le contrat n'est pas une obligation pour prouver l'existence de la relation de travail. On peut prouver l'existence de la relation de travail par tout moyen. Mais lorsque vous avez un contrat, vous avez la possibilité de mettre toutes les conditions que vous jugerez utiles et intégrer au sein du même contrat un régime de responsabilité, voire même un soupçon de responsabilité afin d'engager la procédure que je vais détailler plus amplement dans un moment.
Alors, si le vol est constaté ou bien suspecté, parce que dans les deux cas, c'est pas pareil. Si le vol est constaté par le pharmacien, le contrat peut être résilié à son initiative, voire même doit être résilié à l'initiative du pharmacien employeur en raison du caractère du vol, c'est-à-dire c'est une faute grave. Alors j'insiste, l'article 39 de la loi 65/99 instituant Code du travail, elle parle d'une faute grave. C'est la gravité de la faute qui est sanctionnée, ce n'est pas la faute. Le législateur aurait pu se contenter d'une faute tout simplement. Non, il faut que la faute soit grave. Donc c'est un cas parmi d'autres où le vol constitue une faute grave qui justifie la résiliation de la relation de travail. Mais attention, j'insiste, j'ai déjà expliqué la procédure lors des dernières éditions et je trouve utile et subtil de mettre l'accent sur cette procédure, surtout dans ce cas, parce que si le pharmacien aura constaté le vol à travers les procédés que je vais expliquer tout à l'heure, mais s'il ne respecte pas la procédure de licenciement, en dépit du vol, le salarié peut se voir octroyer des indemnités. Donc il faut faire très très attention à la stricte application de l'article 62 de cette loi. Ça veut dire que lorsque vous constatez le vol, vous avez 8 jours afin de faire appel ou bien d'auditionner votre employé et prendre une décision. L'auditionner pas pour lui signifier la résiliation ou bien le licenciement, non. L'auditionner, c'est-à-dire on prend votre avis par rapport à ce que nous avons constaté. Monsieur, la caméra, monsieur, tel témoin, monsieur, je vous ai vu le jour X soustraire la somme de temps de la caisse. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Donc l'intérêt de cette procédure, c'est d'auditionner, permettre aux salariés de se défendre, bien que implicitement et tacitement votre décision est déjà prise. Maintenant, il faut faire gaffe par rapport à la convocation qui sera adressée à l'employé par rapport à ça, pour qu'il n'y ait pas audition avant licenciement ou bien licenciement. Audition préalable, point. On vous auditionne, voilà, quelle est votre position, on dresse un procès verbal et vous prenez votre décision 48 heures après. Donc il faut rester strict sur les délais, déjà. Donc 8 jours après la constatation du vol. Donc vous ne pouvez pas mettre par exemple sur la lettre de convocation, monsieur, il y a 15 jours nous avons constaté le vol. Vous êtes déjà en violation de la procédure. Dans les 8 jours, très important, et puis la décision est prise 48 heures après l'audition. Oui. Vous procédez par étapes. Donc, s'il l'apprend en main propre au sein de la pharmacie, parce qu'ici on parle de la pharmacie, on ne parle pas d'entreprise, s'il l'apprend, il n'y a aucun problème. Bon, bien sûr, ils vous en accusent réception. Sinon, vous passez à l'étape supérieure, celle à travers un huissier de justice au sein de l'officine. Sinon, dans le cas le plus extrême, lui envoyer par huissier de justice à son domicile. Alors, j'insiste aussi sur quelque chose parce que je vous remercie pour la remarque, parce que dans les contrats de travail, et s'il y a un contrat de travail, il faut le lire jusqu'au bout parce qu'il y a une clause dans les contrats de façon générale, tous les contrats concernés, à laquelle on prête peu d'importance. C'est à la fin de chaque contrat, on trouve élection de domicile. Élection de domicile, ça veut dire que les parties ont choisi l'adresse qui est indiquée sur le contrat. Donc, je n'ai pas à signifier à mon salarié notifier à mon salarié à une autre adresse que celle qui figure sur le contrat. Maintenant, s'il prend le pli en main propre, il vous en accuse réception, ça veut dire vous-même, avec lui, vous avez décidé de faire exception et déroger à la règle que vous avez établie contractuellement. Donc, j'insiste sur cette question de respect de procédure parce que le vol et le renvoi de la personne pour vol ne vous dédouane pas pour autant tant que la procédure de licenciement n'aura pas été respectée de façon scrupuleuse. Bien sûr, il y a aussi les règles générales de la responsabilité, c'est-à-dire lorsque vous subissez un vol de la part de votre employé, il vous porte un préjudice. Et là, vous êtes en droit de réclamer des dommages-intérêts. Non pas parce qu'il aura provoqué une résiliation de contrat, mais parce que vous avez subi un dommage. Donc, pourquoi j'ai insisté, j'ai jugé utile de parler d'arrêt des obligations de contrat, parce que c'est le seul texte qui régit le régime de la responsabilité civile, dont le principe est tout simple.
toute personne qui provoque par sa faute un dommage à autrui doit réparer le dit dommage, s'il est établi bien sûr qu'il en est l'auteur principal. Ça veut dire que je suis en droit de réclamer des dommages-intérêts parce que monsieur a opéré un vol. Il y a le préjudice direct, donc si c'est de l'argent qui a été piqué dans la caisse, il y a le préjudice indirect, le préjudice moral, c'est le désagrément, c'est le fait d'avoir été quelque part surpris, c'est voilà, la confiance qui a été rompue. Donc tous ces éléments vous donnent le droit de demander ou bien de réclamer des dommages-intérêts. Je viendrai lorsque j'aurai expliqué le régime de de la procédure pénale, comment vous allez opérer cette possibilité de réclamer des dommages-intérêts. Alors, la responsabilité délictuelle, qu'est-ce qu'on entend par responsabilité délictuelle? C'est lorsque la personne vous cause un préjudice par une faute volontaire. Donc, celui qui cherche, qui met en place un système, un stratagème, des artifices à l'effet d'obtenir ou bien de voler le pharmacien, ça veut dire que l'intention est déjà établie. Donc c'est la responsabilité délictuelle. La responsabilité quasi-délictuelle, c'est celui qui provoque un préjudice, mais sans le vouloir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre au sein de l'officine qui a vendu un médicament, sauf que après l'échange, tout à l'heure j'ai parlé d'échange de produits, il se peut que moi, j'ai jugé utile de vendre un produit, mais sans savoir ce qu'il y avait dedans. Parce que précédemment, il y a quelqu'un qui a opéré un échange. Donc c'est quelqu'un qui est responsable d'une vente, mais il n'a pas été volontaire dans l'action qu'il a dirigée. Alors, le droit pénal, dont, bien sûr, donc on parle de vol en pharmacie, on ne peut pas ne pas parler de sanctions pénales, parce que vous savez, attention, dans la loi, dans la législation marocaine, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de fait qui relève du pénal sans que ce fait soit décrit dans la loi. C'est ce qu'on appelle l'élément légal. L'élément légal, ça veut dire on ne peut pas vous dire, monsieur, vous avez garé votre voiture, vous allez écoper de 5 ans de prison. Donc, non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. La qualification d'un fait doit forcément exister dans la loi. Donc on ne peut pas vous dire, par exemple, il y a quelqu'un, des gens qui me posent des questions, monsieur, j'ai pas payé ma traite de crédit bancaire pour un bien immobilier, est-ce qu'on risque de m'interpeller à l'aéroport? Non. Parce que dans le code pénal, on ne trouvera aucune disposition qui décrit ce fait. Il faut que tout ce qui est pénal soit décrit dans le code pénal. Le vol est décrit dans le code pénal à l'article 505, il a défini comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Ça veut dire que vous avez eu l'intention de soustraire quelque chose. Et l'intention, elle est très importante dans le pénal. Parce qu'il y a 3 éléments. L'élément légal, il faut que le vol soit qualifié dans le code pénal. Il l'est dans l'article 505. 2, l'élément matériel, ça veut dire que quelqu'un a opéré ou bien à perpétrer le vol. Il y a le 3e élément, c'est l'élément moral. L'élément moral, ça veut dire que l'intention a été dirigée dans le sens de soustraire la chose à l'insu de son propriétaire. Donc 3 éléments d'une importance capitale. Bien sûr, la définition du vol, donc quelle est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il y a les sanctions qui sont prévues, c'est une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 150 à 5 000 dirhams. Maintenant, ça change en fonction de l'évolution des choses et en fonction du préjudice. Le vol, les catégories du vol, ça dépend. Il y a le vol simple, il y a le vol qualifié, il y a le vol en bande organisée. Il y a des cas encore plus extrêmes, par exemple par effraction, quelqu'un qui s'introduit la nuit, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les circonstances aggravantes. Alors, la procédure pénale. Et là, on va commencer à toucher le vécu des pharmaciens de façon générale. Lorsque vous constatez un vol au sein de l'officine, et je pense que c'est l'une des raisons peut-être qui encourage les employés à se sentir dans l'impunité totale, c'est le fait qu'il n'y ait pas de recours. Dès qu'on suspecte un vol, il faut porter plainte. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut autant de plaintes. Malheureusement, lorsque vous subissez le vol, c'est fini. Ça arrive, mais il faut que le pharmacien franchisse le pas d'aller porter plainte au sein du tribunal. Alors, le tribunal, c'est pour ça que je parle de la plainte, mais il y a des catégories de plaintes. Mais il est très important de porter plainte, faire le choix, opérer, franchir le pas pour aller au tribunal. Par quel moyen? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la plainte doit être le premier réflexe, parce qu'on peut porter plainte sans pour autant citer. Il n'y a pas de plainte dirigée contre la personne X, on ne vous impose pas de déclarer qui a été l'auteur. Monsieur, j'ai subi un vol au sein de mon officine, je ne sais pas qui c'est. Au sein de mon officine, j'ai 5 employés dont voici les noms. Pourquoi? Parce que quelle est la vocation d'une plainte? C'est d'ouvrir une enquête.
une plainte est déposée auprès du parquet, ça veut dire monsieur le procureur du roi, à l'effet de transmettre le dossier à la police, et c'est à la police qui commence son enquête. Et croyez-moi, il y a des enquêtes qui ont révélé beaucoup de preuves. Bien sûr, moi, pharmacien, je ne peux pas les connaître, parce qu'il y a les empreintes, il y a la police scientifique qui peut intervenir, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Alors, la plainte chez le parquet, chez le procureur, c'est la plainte qui est suivie par une enquête de la police judiciaire, qui commence à auditionner les personnes suspectées. Pas les personnes coupables, de toute façon la culpabilité c'est un jugement qui l'établit, mais pour commencer l'enquête pour révéler qui est l'auteur du vol. Alors, il y a d'autres catégories de plaintes, c'est ce qu'on appelle la citation directe. La citation directe, shikayel mubashira. La citation directe, c'est quoi? C'est qu'au lieu de porter plainte chez le parquet transmet l'affaire à la police mène une enquête qui peut s'étaler sur des mois et des mois, il y a possibilité de provoquer un procès directement sans passer par une enquête policière. C'est ce qu'on appelle la citation directe. Dans la citation directe, il y a deux moyens. Il y a la citation directe chez le juge d'instruction. Il y a la citation directe, c'est le président du tribunal. Ça veut dire qu'il y a un procès qui se tient. Il y a un procès qui se tient. Sauf que pour ce cas de figure, la citation directe, il faut nommer la personne. Si vous avez bien entendu des preuves contre cette personne. Donc, à la différence de la plainte chez le parquet, vous pouvez nommer ou ne pas nommer, mais dans la citation directe, on nomme la personne pour qu'un procès se tienne, pour que cette personne se présente devant le juge, pour qu'elle réponde de ses actes. Dans la citation chez le juge d'instruction, alors c'est quoi le juge d'instruction? Parce que très souvent, on a tendance à confondre. Un juge d'instruction, ce n'est pas le juge qui tranche sur le fond de l'affaire. Ce n'est pas le juge qui va dire oui ou non, telle personne est coupable. Non, il porte le nom du juge d'instruction parce qu'il va instruire une affaire. Il va faire venir les personnes dans son cabinet afin de faire son enquête, mais l'enquête au niveau du tribunal. Donc c'est la préparation du dossier et s'il juge utile de poursuivre une personne, il transmet le dossier chez le juge du procès, ça veut dire le juge qui va commencer le procès et se prononcer sur la culpabilité ou non du concerné. Alors, là on arrive un peu au cœur du sujet qui nous intéresse. Alors, j'insiste encore une fois sur l'importance des mesures qu'on va proposer. On ne parle pas du phénomène, on ne parle pas de mesures pour endiguer de façon définitive le vol, ce n'est pas le cas. Mais tous les moyens qu'on peut mettre en place à l'effet déjà de dissuader celui qui serait dans l'intention de perpétrer un vol. 1. 2. Mettre plus de pression. 3. Donner l'exemple. Parce que si vous portez plainte, croyez-moi, lorsque on s'inscrit dans l'esprit, ou bien un employé s'inscrit dans l'idée, attention, nous avons un employeur qui a un recours facile au tribunal, les gens y réfléchissent 10 fois plus avant d'opérer. Maintenant, mettre en place un certain nombre de mesures que je vais détailler, l'intérêt, c'est d'abord dissuader, deuxièmement, au moins diminuer le temps de mettre en place certaines mesures et le temps que le cadre légal puisse évoluer, parce qu'on va faire avec les moyens que nous avons. Nous allons faire avec ce que la loi prévoit provisoirement. Parce que pour ces histoires de vol dans les lieux, dans les entreprises, voire même dans les lieux de travail, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la législation. Alors, la loi 0908 relative à la protection physique à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Pourquoi cette loi est importante et son lien avec les caméras de surveillance? Bien sûr, le lien est rapidement fait parce qu'il y a l'article 24 de la Constitution qui instaure le principe du respect de la vie privée. Donc, on n'a pas le droit de filmer une personne déjà à son insu. 1. 2. On n'a pas le droit de diffuser le contenu à son insu. Troisièmement, il y a la possibilité de faire fi de ces obligations s'il y a une procédure en cours. Donc l'intérêt du placement de la caméra, 1, dissuasif parce que la personne, le salarié, saura qu'il y a une caméra installée. 2, le fait qu'il entend perpétrer va l'obliger à trouver d'autres solutions. Ça, on peut gagner beaucoup de temps par rapport à ça. Troisièmement, il sait pertinemment que le contenu des caméras, le seul cas prévu par la loi, c'est celui de faire visionner le contenu et lui donner de la crédibilité, mais dans le cadre d'une procédure pénale. Pas une procédure civile,
pénal. Donc si c'est le parquet qui est saisi, s'il y a une plainte en cours, le parquet peut ordonner de vider le contenu de la caméra afin d'utiliser le contenu, enfin le dit contenu, comme moyen de preuve contre la personne. Donc la loi 09-08, elle permet le placement des caméras, mais elle conditionne l'utilisation, bien le placement des caméras par un certain nombre de conditions. La première, c'est une finalité légitime, c'est-à-dire l'installation de la caméra ne doit pas se faire de façon abusive. Il faut que le besoin justifie le placement de la caméra. Et il a été établi depuis un certain nombre de mois, voire même d'années, que même la jurisprudence marocaine, ça veut dire le travail des tribunaux, a accepté le principe du placement des caméras dans les lieux de travail lorsque la finalité est une question de protection, question de protection pour les salariés et pour l'employeur, c'est-à-dire on essaie de se prémunir contre les vols, mais à des conditions près. Bien sûr, on ne peut pas placer des caméras dans un certain nombre d'endroits au sein de l'entreprise, dans les toilettes, dans les vestiaires pour les entreprises qui en disposent, etc. Donc la finalité doit être légitime pour placer les caméras. Donc le vol ou bien la sécurité, c'est un motif légitime, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Les employeurs peuvent installer des caméras, donc ça sur le principe, il n'y a aucun souci. Alors la formalité administrative, c'est la déclaration à la CNDP, la Commission nationale de la protection des données personnelles. Il faut absolument, vous n'avez pas le droit d'installer une caméra avant d'opérer cette déclaration, faute de quoi on s'expose à des poursuites. Bien sûr, la poursuite, c'est la CNDP qui alerte ou bien qui met en demeure l'employeur pour se conformer à la loi, mais il faut faire les choses dans les règles. Pourquoi ? Parce que c'est cette formalité qui vous permet d'être dans la légalité totale. C'est la CNDP qui aura vérifié les conditions et la finalité légitime qui a justifié le placement de ces caméras au sein de l'officine. Alors, troisième point, et c'est très important, la durée de validité des enregistrements, elle est de 3 mois. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être opéré, ça doit se faire dans les 3 mois. Donc, si vous constatez quelque chose, si la caméra révèle des faits reprochés, des faits de vol, il faut le faire constater dans un délai de 3 mois. Sinon, les enregistrements n'auront plus de valeur.